Quand l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé et quelles sont les entraves au démarrage de ces activités? Deux délégations ministérielles togolaises et burkinabées se sont retrouvées hier à la frontière Togo-Burkina Faso pour en discuter. La coopération américano-togolaise à l'ordre du jour durant la visite dans le pays de la directrice générale adjointe du corps de la paix. Elle a rencontré les volontaires qui, par leurs compétences dans des domaines diversifiés, contribuent au développement surtout des zones rurales du Togo. Et puis le premier procès français sur le génocide rwandais est fini. Le verdict est sans précédent. 25 ans de prison pour Pascal Sibikangwa, condamné pour sa participation au massacre de près de 800 000 Tutsis. C'était les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. L'actualité de ce samedi est marquée par la réunion à Saint-Cassé dans les savanes de délégations de ministres togolais et burkinabés. La rencontre était axée sur l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé. Les deux délégations ont tenté de déceler les barrières à la fin de la réhabilitation de ce poste qui permettra, ou plutôt qui facilitera, les opérations douanières entre les deux pays voisins. Des précisions avec Désiré à l'œil. Une solution rapide au problème qui retarde l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cassé. Ici, au PCJ frontière Togo-Burkina Faso, la délégation ministérielle du Togo conduite par le ministre Adji Otet Ayassor en charge des finances s'est retrouvée avec les membres du gouvernement burkinabé. Une rencontre de haut niveau pour s'enquérir des difficultés, les étudier et échanger afin de trouver une solution définitive. Avant cette visite, nos experts se sont réunis pour déjà aborder ces questions. Et sur la base de leur rapport et au vu un peu de ce qu'on a constaté sur le terrain après la visite, nous avons pu largement échanger sur un certain nombre de questions, notamment sur les infrastructures, voir comment on peut accélérer la réalisation des infrastructures, parce que c'est ce qui est le plus important, mais aussi sur l'aspect opérationnel. En particulier, comment permettre aux différents services, et notamment les douanes, de pouvoir s'installer et pouvoir réaliser ces opérations. La réalisation du poste juxtaposé de Saint-Cassé est un projet important dans le cadre de la politique d'intégration économique au sein de l'UEMOA. Pour qu'il soit effectivement fonctionnel, il devient urgent, selon les deux délégations, d'entreprendre une sensibilisation des populations pour qu'elles adhèrent au système qui facilitera les échanges. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut qu'il y ait des actions de sensibilisation, d'information et aussi rassurer ces populations sur l'impact que cela peut avoir sur leurs conditions. Avec ces différents postes, ça crée des activités pour les localités concernées. Et ce que nous voulons, c'est simplement faire comprendre aux populations que ces postes ne peuvent pas les empêcher de pouvoir réaliser leurs activités. Nous allons mieux même, on va prendre des mesures pour les aider dans les certain nombre de projets pour que tout justement ils puissent sentir l'impact donc de ces postes-là. Poste pilote au sein de l'UMOA, le PCJ de Saint-Cassé, bientôt réhabilité par Scanning System, viendra répondre aux préoccupations des chefs d'État du Togo et de Burkina Faso qui souhaitent ardemment le voir opérationnel pour rendre plus fluides les échanges douaniers. Point de presse hier à Lomé de l'Agence universitaire de la francophonie et du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Il s'agissait pour les responsables de ces deux institutions de l'enseignement supérieur de faire le bilan d'activité de 2013 et de présenter aux journalistes de nouvelles stratégies de recherche pour faciliter la tâche aux candidats à l'agrégation. Élisée Kodo, Ramdan Bassina. Après le dernier concours d'agrégation qui s'est tenu en 2013 à Brazzaville au Congo, l'Agence universitaire de la francophonie et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ont tenu à faire le bilan de l'année écoulée au cours de cette conférence de presse à Lomé, ce qui permettra aussi à travers le projet Horizon francophone d'aider les candidats à l'agrégation dans leur cheminement au cours de leurs différents examens. Les bureaux Afrique de l'Ouest, du Centre et du Moyen-Orient sur
Horizon francophone, c'est-à-dire un projet de l'agence universitaire de la francophonie pour accompagner les candidats au concours d'agrégation dans les divers centres régionaux de préparation, a pour objectif essentiel de faire le bilan de ce qui a été fait durant l'année 2013 et également faire une projection sur l'avenir et de voir un peu quelles sont les recommandations à formuler pour améliorer le programme. Le suivi et évaluation de ces enseignants du supérieur balisera la voie à long terme afin d'augmenter sensiblement leur nombre dans l'enseignement supérieur, un défi que se lancent les responsables du CAMES. À l'issue du concours de 2013, je puis vous affirmer que le score a progressivement évolué et du coup on a eu de bons résultats dans les différents domaines où des candidats se sont présentés. Le Togo abritera en novembre 2015 le concours d'agrégation des enseignants du supérieur. Et avant de prétendre au diplôme supérieur, les élèves doivent exceller dans toutes les matières enseignées comme celles qualifiées de bêtes noires, les mathématiques. Pour inciter alors les apprenants, surtout filles, à apprivoiser la bête, un concours dit Miss Mathématiques a été institué. La deuxième édition a démarré cette semaine. Robert Potobé, Isidore Koubati. Le compte à rebours a commencé pour la deuxième édition du concours Miss Mathématiques. Pendant 2 mois, les candidates vont compétir dans différentes filières scientifiques. Il s'agit pour l'association Amour de la jeune fille pour la science et la technologie d'encourager les jeunes filles à embrasser cette discipline afin de s'affirmer plus dans le domaine et rivaliser avec les hommes. Le pays est gouverné par les mathématiques. Toutes les routes, l'environnement, l'agriculture, la santé, la médecine, tout ça là, c'est la mathématique. Rien que les mathématiques. C'est le but essentiel de notre association, que toutes les filles deviennent mathématiciennes, construire ce pays un jour. L'intérêt qu'on peut tirer de cela, c'est que ce concours va permettre aux jeunes filles de s'intéresser de plus en plus aux matières scientifiques. Et nous le savons tous que dans nos établissements, au lycée, même à l'université, on a très peu de filles dans les filières scientifiques. Et je crois déjà que si à la base, on encourage la formation scientifique, dans quelques années, nous aurons dans notre pays autant de filles que de garçons dans les filières scientifiques. Pour cette deuxième édition, la compétition prendra une envergure nationale. Elle va se dérouler dans 5 régions, y compris Lomé commune. Chaque région va dégager 15 candidates pour la grande finale qui aura lieu le 2 mai 2014 à Lomé. Cet amour des matières scientifiques pourra influencer le choix des filles comme des garçons de leur cursus universitaire après le bac. Et des filières scientifiques, l'université de Lomé et les écoles privées en regorgent. Mais quelle filière scientifique choisir pour prétendre à un emploi décent et accessible? Les filières scientifiques et créneaux porteurs d'emploi, c'est le premier dossier de cette édition et il est signé Rachel Aoku. La filière scientifique dans le secteur de l'éducation a de bonnes perspectives au Togo. Elle offre aujourd'hui aux étudiants des formations diversifiées dans les domaines de la physique, l'aéronautique, l'énergie, le transport, l'éthique, le génie civil et mécanique. Ces formations sont dispensées dans les universités de Lomé et de Kara. On a la faculté des sciences et techniques, qui est la dernière faculté qui a été créée à l'université de Kara. Et nous avons 3 filières dominantes, maths, physique et chimie. Au niveau de ces 3 filières dominantes, il y a des spécialités, mathématiques appliquées à l'informatique, et puis par exemple physique appliquée à l'habitat, et puis en chimie appliquée aux sciences agroalimentaires. À la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara, la différence fondamentale, c'est que l'entrée n'est pas libre. On demande aux bacheliers de déposer un dossier et il y a une commission qui regarde le dossier depuis la classe de seconde pour retenir ceux qui ont une base solide pour suivre la formation
à la faculté des sciences. En dehors de la faculté des sciences, on retrouve sur le campus universitaire l'INSI, l'ESTEBA ou encore l'ERSI, équipe de recherche en sciences de l'ingénieur qui offre une formation professionnalisante pouvant baliser la voie à des débouchés conformes aux besoins actuels du marché. Des écoles privées aussi proposent des formations en ce sens. Les créneaux porteurs sont donc les suivants. Et il y a le transport logistique. Pourquoi nous disons que c'est un créneau porteur ou bien c'est un secteur porteur? Quand vous voyez tous les projets, par exemple la construction du chemin de fer de Lomé à Saint-Cancy, la construction de la nouvelle aérogare, tout ça là. Donc c'est des filières, nous pensons aux jeunes, ces filières, des filières qui sont proches de ces métiers-là pour qu'ils puissent à la fin de leur formation puissent être employés. Il y a aussi les BTP, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics. Donc nous conseillons aux jeunes donc d'embrasser donc ces filières-là, les métiers, c'est-à-dire d'ingénierie, la maçonnerie, tout ça là. Donc ça permet aux jeunes, après sa formation, de pouvoir donc s'insérer plus facilement. Quand bien même la filière scientifique ouvre la porte à de nombreuses opportunités, peu d'étudiants optent pour les études dans ce domaine. Cela est dû au manque d'information, de volonté ou encore aux préjugés qui font des matières scientifiques des disciplines assez rudes et plus difficiles que les matières littéraires. À l'université de Kara, par exemple, sur 11 918 étudiants inscrits cette année, on n'en compte que 421 à la FAST, la faculté des sciences et techniques. Plusieurs solutions sont envisageables pour susciter auprès des jeunes plus de motivation pour la science. L'introduction des matières scientifiques dès le bas âge dans les programmes scolaires serait un atout. Autre actualité, des professionnels du Trésor public issus des structures déconcentrées de l'État ont prêté serment hier vendredi au palais de justice de Lomé. 8 agents nommés comptables publics ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'assainissement des finances de l'État. Sylvain Abdou. C'est un engagement solennel pris par ces comptables publics, exprimant ainsi leur volonté d'accomplir avec loyauté, fidélité et probité leur mission, celle d'œuvrer à l'assainissement des finances de l'État. Ils sont au total 8 agents comptables à se prêter à cet exercice. 2 trésoriers, dont un principal, 3 agents comptables et 3 régisseurs de recettes. Le comptable public est responsable personnellement et pécuniairement sur ses propres deniers des actes qu'il va poser. Il joue un rôle important. Par exemple, en ce qui me concerne, avec le maire, nous sommes les 2 acteurs essentiels pour apprécier le budget de l'État, mais pour le mettre en exécution. Et surtout, il revient au comptable public d'exercer un contrôle strict. Nous sommes la seule femme dans ce corps et nous comptons travailler pour rehausser l'image de la femme à travers la qualité de nos prestations. Le serment de ces professionnels du Trésor public fait suite à leur nomination par décret ministériel. Ils sont appelés à cet engagement sur l'honneur avant leur prise de fonction en vue de se conformer aux lois en vigueur concernant la mise en œuvre des réformes de l'administration publique et surtout l'amélioration de la gestion des finances de l'État. Après l'étape de la prestation de serment, ces agents ont l'obligation de se mettre aussitôt au travail. Mais en clair, en quoi consiste ce travail? Quelles sont les attributions d'un comptable public? Sylvain Abdou nous répond. Les comptables publics sont des professionnels du Trésor nommés par le ministre de l'Économie et des Finances. Leur fonction découle d'un concept moderne qui nécessite beaucoup de préalables. La première condition nécessaire est la nomination. Il faut d'abord être nommé. Ensuite, il est exigé de ce comptable public la présentation de 2 garanties. Une garantie morale et une garantie financière. La garantie morale, c'est à cela que nous avons assisté ce matin, c'est la prestation de serment. Et la garantie pécuniaire, c'est la constitution du cautionnement. Après avoir rempli ces 3 premières conditions, la nomination, la prestation de serment, la constitution de garantie, il faut maintenant
la condition de caution, il faut que le comptable public soit installé. Donc si vous remplissez toutes ces conditions, vous devenez comptable public. C'est justement à ces acteurs financiers que sont destinées des actions visant à rénover le sous-secteur des commandes publiques et à améliorer la gestion des fonds de l'État. Il revient donc à ces agents également fonctionnaires de l'administration publique de respecter certaines règles de la comptabilité publique qui relèvent de leurs attributions. Le comptable public est chargé du recouvrement des recettes publiques, du paiement des dépenses publiques, de la gestion de la trésorerie appartenant à l'État. Le comptable public tient également la comptabilité de postes qu'il a en charge. Et la responsabilité du comptable public est une responsabilité en dehors des responsabilités des autres fonctionnaires de l'État ou tout autre citoyen. Et le comptable public a une responsabilité exorbitante du droit commun, c'est-à-dire une responsabilité personnelle et pécuniaire. C'est pourquoi on exige de vous une certaine garantie. Issus de diverses structures déconcentrées de l'État, ces comptables sont en fait des acteurs habilités à gérer les ressources confiées par exemple aux collectivités territoriales ou tout autre établissement assujetti aux règles de la comptabilité publique. Ils doivent pour ce faire assurer leur engagement avec responsabilité et honnêteté pour une parfaite réussite de leur mission. Les acteurs du programme international pour l'abolition du travail des enfants au Togo étaient en réunion mercredi dernier à Tchévié, dans le Zion. Une rencontre pour la restitution des résultats des analyses de la situation des enfants travailleurs domestiques. L'idée est de parvenir à l'adoption du document cadre sur la réponse institutionnelle et législative en vue de protéger cette frange de la population. Albertine Yakin. Le travail des enfants constitue aujourd'hui l'un des grands fléaux sociaux auxquels le monde est confronté. Comme partout ailleurs, il figure au centre des préoccupations des pouvoirs publics togolais. Compte tenu de l'impact occasionné sur la vie et l'avenir de cette catégorie de citoyens que sont les enfants, surtout lorsque le travail auquel ces derniers sont soumis peut avoir des conséquences sur leur santé, d'où le qualificatif de pire forme de travail. Pour engager la lutte contre ce phénomène conformément aux normes internationales, le Togo a adhéré à toutes les conventions relatives aux droits des enfants, dont celle du travail domestique des enfants. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait dans tous les types d'activités, il y ait des conditions de travail dignes, du travail décent. Et pour qu'on puisse parler de travail décent dans n'importe quel secteur, il faut lutter contre le travail des enfants. Lorsque nous parlons de travail des enfants, nous ne parlons pas de toutes les activités qui sont faites par les enfants, c'est-à-dire par les personnes de moins de 18 ans. Lorsque nous parlons de travail des enfants, on parle de situations à abolir. C'est-à-dire lorsqu'il y a des enfants qui travaillent à un âge inférieur à l'âge minimum légal, dans le cas du Togo 15 ans, ou des situations proximes de l'esclavage ou dangereuses. Au vu de ces textes, donc on a beaucoup de moyens pour pouvoir réprimer, retirer les enfants qui travaillent en collaboration avec d'autres structures comme le ministère de l'Action sociale, les services sociaux à l'intérieur du pays ou à l'ONU. La ratification et la mise en œuvre des conventions fondamentales sur le travail des enfants est une grande priorité pour l'OIT. Nous avons proposé qu'on élabore une convention collective spécifique concernant le travail domestique. Et dans cette convention, on va spécifier quelles tâches l'enfant peut exécuter dans un domicile. Nous sommes sortis avec une feuille de route que nous devons suivre jusqu'à aboutir à la ratification de la Convention. L'adoption du document cadre sur la réponse institutionnelle et législative en vue de protéger les enfants travailleurs domestiques s'inscrit dans la feuille de route de l'OIT qui veut parvenir à l'élimination des pires formes de travail des enfants d'ici 2016. Actualité politique, le président national de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, a débuté depuis le 15 février dernier une tournée de sensibilisation sur les actions du parti dans la région maritime. Et ce matin, une délégation conduite par Jean-Pierre Fabre s'est rendue dans plusieurs localités de la préfecture du Golfe. Des précisions avec Edem Soussoupa.
Jean-Pierre Fabre, président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, et sa délégation viennent de boucler un mois de tournée de sensibilisation et d'information sur la situation politique et socio-économique du Togo. Pour cette dernière étape de la tournée dans la région maritime, 4 localités de la préfecture du Golfe ont été sillonnées. Il s'agit du canton de Toble-Kopé, de Lebasito, de Vakposito et de Zanguera. En tout, près de 40 localités ont été donc visitées en un mois. Nous avons en perspective les prochaines échéances électorales et nous devons informer les populations. Donc, c'est notre travail. L'essentiel du message, c'est qu'il faut que les populations se tiennent prêtes pour les prochaines échéances électorales. Ne pas s'abstenir de voter, toujours voter. Voter comme on le souhaite. S'inscrire sur la liste électorale. Nous avons bouclé aujourd'hui la tournée de la région maritime. Nous prenons une pause de quelques jours et nous allons directement dans la savane pour descendre jusqu'à la région des plateaux. C'est ce que nous allons faire dans les tout prochains jours. Militants, membres et sympathisants de l'Alliance nationale pour le changement mobilisés pour écouter le message du président national de l'ANC. Partout où il est allé avec sa délégation, Jean-Pierre Fabre a expliqué aux populations les raisons qui sous-tendent sa récente rencontre avec le président de la République. Il y a un an qu'était mise sur pied la cellule féminine du ministère de la planification. Et pour ce premier anniversaire, ses membres ont débattu de l'autonomisation économique de la femme, thème retenu au Togo pour la célébration le 8 mars dernier de la Journée internationale de la femme. Carmen Madji, à Capo. Le regroupement des femmes du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire célèbre son premier anniversaire. 12 mois de vie au service du processus de développement du Togo et du ministère de tutelle. Occasion pour ces femmes de dresser le bilan des activités menées et d'échanger sur le thème autonomisation économique de la femme. C'est le progrès pour toutes et pour tous. Thème retenu au Togo pour la Journée internationale de la femme. Je lance encore un appel vivant parce que il faudrait qu'on continue. Ce n'est pas un appel vain parce que il faudrait qu'on se tienne les coudes et avancer. L'objectif, ce n'est pas proche. Il faut que la lutte soit continuelle, ardente et persévérante. La parité genre, un défi que s'est lancé le gouvernement togolais. Et pour le relever, les femmes doivent s'affirmer et prendre en main leur épanouissement et le développement du pays. Je dis aux femmes du MPDAT que moi, je suis engagé, comme tout le gouvernement, à faire leur promotion. Mais cette promotion ne sera pas faite au rabais. Il faut qu'elles méritent la place qu'on peut leur donner au sein de l'administration. Et donc, c'est, à mon avis, ce leitmotiv qui est l'essentiel, le fil conducteur de l'activité qu'elles font aujourd'hui pour montrer aux femmes togolaises et aux femmes de l'administration qu'elles doivent s'organiser pour arracher le pouvoir. Le regroupement des femmes du ministère de la Planification est créé le 8 mars 2013 suite à un appel du ministre Maossi Diossou Semodi qui a bien voulu compter sur les femmes pour réaliser des prouesses. La directrice générale adjointe de Peace Corps, le corps de la paix des États-Unis d'Amérique, est en visite depuis mercredi au Togo. Hier, elle a rencontré les volontaires de cette institution au Togo pour leur témoigner la gratitude du gouvernement américain pour leur action d'aide au développement en coopération avec les autorités togolaises. Maryse Akoutié. Environ 2700 volontaires ont mené des activités au Togo pendant 52 ans. Ces citoyens américains mettent leur connaissance au service des populations à la base pour un mieux-être. Ils interviennent dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Aujourd'hui, un bilan de toutes ces activités est dressé en présence de la directrice générale par intérim du Peace Corps. Over the past 52 years, Peace Corps volunteers have been helping to
Pendant 50 ans, les volontaires du Peace Corps ont aidé à renforcer le système éducatif au Togo, par la création des clubs d'anglais par exemple. Plusieurs d'entre eux ont aussi œuvré dans le domaine de la santé infantile et maternelle, et le plus grand exploit cette année a été notre lutte contre le ver de Guinée, sans oublier également la formation octroyée aux agriculteurs en milieu rural. Cette visite a également permis à la directrice générale par intérim du Peace Corps de partager des moments chaleureux avec les membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentants résidents d'organisations internationales. Un cocktail au cours duquel l'hôte n'a pas tari d'éloges à l'endroit des volontaires du Peace Corps. And I wonder if there are return Peace Corps volunteers or currently serving volunteers here, if you could just raise your hand. Je veux ici féliciter les volontaires du Peace Corps Togo et les encourager à faire plus. Je me réjouis de ce grand partenariat existant entre nos deux pays. La main sur le cœur, je confirme que les Togolais sont très hospitaliers. Thank you so very much for your service. 85 pays de par le monde bénéficient des actions des volontaires du Peace Corps et chaque année, 110 volontaires sont mis à la disposition du Togo. Le procès fleuve sur le génocide rwandais ouvert depuis quelques semaines en France a pris fin. Le verdict est tombé. 25 ans de prison pour participation au massacre de Tutsi en 1994 à l'encontre de Pascal Sibikangwa. Un procès qui n'est peut-être que le premier d'une dizaine de présumés génocidaires exilés en France. Le verdict est inédit. 25 ans de prison pour Pascal Sibikangwa. Cet ancien capitaine de l'armée rwandaise est reconnu coupable de génocide et complice de crimes contre l'humanité. L'homme est accusé d'avoir fourni des armes et donné des ordres pour tuer des Tutsis en 1994. C'est une première en France. Je pense à tous nos parents, toutes nos familles, tous les Tutsis du Rwanda qui ont été engloutis par tous ces barbares. Si ce procès s'est tenu, c'est en partie grâce à ce couple, Alain et Dafrosa Gauthier. Lui est français, elle est Tutsi. Elle a perdu une partie de sa famille lors du massacre. Ils consacrent leur vie à la traque de ces génocidaires. En 15 ans, ils ont identifié et dénoncé 26 Rwandais qui, selon eux, vivent en France. Ce sont des bons pères de famille, des bons chrétiens, des bons voisins. Et effectivement, si personne ne les interroge sur leur passé, eh bien, personne ne saura jamais rien. Une de nos équipes a pu rencontrer aujourd'hui un de ces génocidaires présumés. Condamné à la peine maximale au Rwanda, il vit discrètement dans le sud de la France et nie toute implication dans le massacre. Vous craignez pas du tout un jugement comme celui d'hier à votre encontre? Pas du tout, je suis droit plutôt que de comparaître. Vous pensez que le dossier est vide? Je ne pense pas, je le sais. Je suis accusé d'avoir tué des gens dans mon village. Aucune personne n'est arrivée dans mon village pour participer. Sur la liste du couple Gauthier figure également Sosten Munyemaya. Mis en examen pour génocide en 2011, il est toujours urgentiste dans un hôpital de Gironde. Cet après-midi, sa femme a accepté de nous recevoir. Elle innocente son mari. Si une seule seconde, j'avais cru que mon mari pouvait être un génocidaire, il ne l'est pas, hein. Je ne serais pas restée avec lui. 27 informations judiciaires sur le Rwanda sont actuellement traitées au parquet de Paris. De nouveaux procès pourraient bientôt avoir lieu. Retour en page nationale avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce samedi 15 mars 2014, vers 3 heures, il a été signalé un accrochage entre une équipe de patrouille de la gendarmerie nationale et un groupe de trafiquants de carburant illicite dans les environs de la ville de Bassar. En effet, alors qu'ils effectuaient une patrouille de routine, les éléments de la gendarmerie nationale ont tenté d'intercepter des trafiquants de produits pétroliers en leur intimant l'ordre de s'arrêter. Ces derniers, au lieu d'obtempérer aux injonctions faites, ont ouvert le feu sur les gendarmes au moyen de fusils d'assaut automatiques avant de prendre la fuite.
La riposte des gendarmes et les échanges de coups de feu qui s'en sont suivis ont occasionné sur les lieux 4 morts par balle, dont le commandant de la brigade de la gendarmerie de Bassa et 3 trafiquants. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet accrochage afin de situer les responsabilités à toute fin utile. Pour le moment, les opérations de ratissage menées par les forces de défense et sécurité ont permis d'interpeller 3 trafiquants fuyards et de saisir 3 véhicules. Par ailleurs, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à remercier très sincèrement les populations locales pour la collaboration et le renfort apporté aux forces de sécurité dans la gestion de ce regrettable incident. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. À quand l'opérationnalisation du poste de contrôle juxtaposé de 5AC et quelles sont les entraves au démarrage de ces activités? 2 délégations ministérielles togolaises et burkinabées se sont retrouvées hier à la frontière Togo-Burkina Faso pour en discuter. La coopération américano-togolaise à l'ordre du jour durant la visite dans le pays de la directrice générale adjointe du corps de la paix. Elle a rencontré les volontaires qui, par leurs compétences dans des domaines diversifiés, contribuent au développement surtout des zones rurales du Togo. Et puis le premier procès français sur le génocide rwandais est fini. Le verdict est sans précédent. 25 ans de prison pour Pascal Sibikangwa, condamné pour sa participation au massacre de près de 800 000 Tutsis.